Bonjour, nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Le 6 décembre, comme vous le savez, si vous habitez le nord, l'est de la Belgique, la Hollande, une partie de l'Allemagne, c'est la Saint-Nicolas, c'est la fête des petits-enfants. C'est pas la fête des petits-enfants, ce n'est pas la Noël, c'est le 6 décembre, c'est aujourd'hui. Alors, bonne fête pour les petits-enfants. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Je vais vous parler de. Voilà, je vais donner le titre le plus ambitieux du monde à ma vidéo, tout comprendre. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, un petit. Et il y aura un peu de tout là-dedans. Je parlerai de la situation politique, des galaxies, de mon parcours personnel. Ça pourrait s'appeler Le temps qu'il fait le 6 décembre 2021. Mais non, tout comprendre, parce que je vais vous parler en particulier d'un chercheur, d'un chercheur. Mais je ne vais pas commencer tout de suite là-dessus. D'abord, un petit mot d'excuse, si vous voulez. J'en ai déjà parlé rapidement. Pourquoi est-ce qu'à l'âge de 6-7 ans, il m'est venu cette idée d'ambition dans la vie, de tout comprendre. Et là, je l'ai compris, je l'ai déjà raconté rapidement, dans des discussions avec une cousine germaine, à la fois cousine germaine et un peu plus, puisque nos mères étaient cousines et nos pères étaient frères. Et ma cousine, il y avait quelque chose qui l'a tarabusté, en particulier un événement de son adolescence qui faisait écho à un événement quand elle avait 3 ans. Et une fois de plus, elle voulait en parler. J'écoutais ça d'habitude d'un air distrait, et cette fois-là, je suis revenu vers elle avec une question, un peu plus tard, je ne sais pas, 3 semaines plus tard, avec une question, et sa réponse à la question a éclairci quelque chose. C'est-à-dire que quand moi j'avais 7 ans, on nous a caché quelque chose dans la famille, et c'est là que j'ai dû prendre cette résolution de comprendre. Je ne savais pas ce qu'il fallait comprendre, je n'avais pas une vision très précise qu'on me cachait quelque chose. Ça ne m'est apparu que donc il y a un an ou deux. Mais je me suis mis en quête. Et apparemment, il y a un autre personnage qui avait ce même type de préoccupation. Et je regardais hier une vidéo de 3h38 de monsieur Lex Friedman, qui est un chercheur en intelligence artificielle et qui interroge Stephen Wolfram. Stephen Wolfram, c'est un physicien. Il a un parcours un petit peu parallèle au mien dans la mesure où il s'est toujours intéressé à des questions à ce point général qu'il a été possible de jamais le nommer que nulle part parce que en disant oui mais de quoi il parle exactement, est-ce qu'il est sociologue, anthropologue, etc. Dans son cas c'était est-ce qu'il est physicien, biologiste, etc. Et du coup, finalement, il a fait carrière essentiellement ailleurs, dans une entreprise. Il a inventé un outil qui m'a été très très utile, qui s'appelle Mathematica. C'est un ensemble de logiciels qui permettait des représentations graphiques extrêmement poussées. Dans les premières années 90, 91, 92, où j'ai travaillé dans la finance, j'ai utilisé énormément les outils de Monsieur Wolfram intitulés Mathematica. Mais j'ai commencé à m'intéresser tout de suite, et je m'intéressais déjà avant de faire la finance, à l'époque où je faisais de l'intelligence artificielle, je m'intéressais déjà beaucoup à ces travaux. Alors je vais vous montrer, voilà un livre, c'est le premier que j'ai acheté sur ce sujet, c'est un livre sur les automates cellulaires, et Monsieur Wolfram, on parlait beaucoup bien entendu de Monsieur Conway qui avait inventé le jeu de la vie, qui est un automate cellulaire, et là, commençait à avoir des bouquins sur les automates cellulaires et le rôle que Wolfram jouait dans la découverte de comment ça marche. Alors là, voilà le bouquin que je vous ai montré. Moi, je l'ai acheté en 90 et c'était un livre de 87. Non, c'est à peu près cette époque-là. Pourquoi est-ce que je sais que je l'ai acheté en 90? Parce que j'ai toujours fait comme on faisait à l'époque. J'ai découvert ça quand j'ai acheté mes premiers bouquins chez des bouquinistes. Les gens mettaient, quand ça avait un livre, ils mettaient leur nom, ils mettaient la date, et j'ai toujours fait ça. C'est bien pratique maintenant, ça me permet de revoir, de recomprendre à quel ordre j'ai parcouru, exploré un certain nombre de choses. Donc, un premier livre, voilà, que je lis en 90 sur
les automates cellulaires et le rôle qui joue Wolfram. Alors un livre à lui, voilà, un livre. C'est un recueil de ses articles. Ça doit paraître moi j'achète ça en 91, c'est paru en 86 à l'origine. Voilà, un recueil d'états de choses qu'il avait écrit là-dessus. Alors en 94, j'achète un livre que je suis en train de relire là, parce que c'est vraiment très très bien fait. Ça part des réflexions de von Neumann sur les robots qui se reproduisent eux-mêmes, qui s'auto-reproduisent, et des projets de stations lunaires où il n'y aura que des robots qui feraient tout. Et donc ça, c'est un livre par c'est un vulgarisateur, Monsieur Stephen Levy, ou Levy, enfin Levy en français. C'est un livre de 92 et moi je l'achète en 94. Voilà pourquoi je dis ça. Ça montre qu'au moment où ces choses sortent, je m'y intéresse, ou à 1 ou 2 années près. Et donc je suis la carrière de ce monsieur Wolfram de très très près. Il y a un livre récent à lui. C'est un livre qui est paru l'année dernière. Ça s'appelle A Project to Find the Fundamental Theory of Physics, Stephen Wolfram. Alors, ça fait des années qu'on dit que c'est trop ambitieux d'avoir un projet global qui explique toute la physique, qui explique toute la chimie, qui explique toute la biologie, qui explique toute l'économie, qui explique tout le fonctionnement des êtres humains. Mais lui, il l'a fait au fil des années. Donc il l'a fait sur un grand nombre d'années. Il commence à travailler là-dessus apparemment les années 70, et puis il publie déjà des articles dans les années 80, même avant les années 80. On fait un recueil de ses articles dans les années 80, etc. Il continue à travailler. Et j'ai regardé donc hier une vidéo de lui de 3h38. Et il parle de tas de choses. Il est interviewé par monsieur Lex Fridman, chercheur en intelligence artificielle. Et il parle non seulement des choses qui sont au centre de ses bouquins, mais Friedman est un type très intelligent, il lui pose des tas d'autres questions, et donc il parle en particulier aussi, comme ça en passant, il consacre quelques phrases de l'intelligence artificielle, de la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience. Il parle aussi, là aussi quelques phrases ici et là, des fondements des mathématiques. Et pourquoi je mentionne l'intelligence artificielle, conscience et fondements des mathématiques, c'est bien entendu, si vous suivez un peu mes vidéos, c'est les questions sur lesquelles je travaille en tant que chercheur en ce moment. Et là, moi je me suis convaincu, j'étais déjà très près de le penser, mais en regardant cette vidéo de 3h30, je ne l'ai pas regardée d'un seul coup, je me suis convaincu que oui, il est dans le bon. Il est dans le bon, il a trouvé une théorie générale d'absolument tout. Et ce qui m'a rassuré, moi, très modestement, c'est que ce que je dis dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce que je dis à propos de la conscience, ce que je dis à propos du fondement des mathématiques, va dans le même sens de ce que Wolfram dit, même si c'est des phrases comme ça, en passant, on comprend suffisamment. Alors, il y a une petite objection qu'on peut faire à Wolfram, et quelqu'un l'a fait d'ailleurs, un commentateur l'a fait immédiatement hier, quand j'ai fait allusion au fait que je regardais cette vidéo sur mon blog. Il suppose que le monde est discret, mais discret pas au sens de la discrétion, c'est-à-dire qu'il est fait il y a des unités élémentaires, il y a une unité la plus petite dans l'espace, et il y a une unité la plus petite dans le temps, qui permet qu'on envisage les choses comme le font les automates cellulaires, c'est-à-dire qu'à chaque instant, chaque particule, chaque cellule en fait sur un automate cellulaire regarde dans quel état sont les autres et se modifie son propre état en fonction de ce que l'état des voisins. Alors comme chacun le fait, bien entendu, les voisins se modifient aussi, et le coup suivant, on évolue aussi, ou pas, si les voisins n'ont pas évolué cette fois-là. Et ce que ça produit, vous connaissez ce jeu de la vie de Conway a mis au point dans les années 60, ce sont ces petites formes qui évoluent sur un écran
comme si elle bougeait. Elle bouge en fait parce que les petites structures se reconstituent à d'autres endroits et ça donne comme des petits cerfs-volants, ça donne comme des espèces de missiles, ça donne des structures qui se modifient sans bouger, des choses de cet ordre-là. Pourquoi c'est important pourquoi c'est important ce truc-là? Ben parce que voilà, parce que ce sont si on veut comprendre le processus de la vie, il faut penser comme ça en particulier, par exemple, voilà, la gastrulation, le premier stade du développement d'un embryon. Chaque cellule évolue en fonction de ce que les cellules autour d'elle font. Ce qui permet qu'on puisse encore couper, par exemple, tout au départ, ces toutes petites bulles de cellules et que ça reproduise quand même le tout. Il y a là quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, on peut mettre en question le fait que M. Wolfram aurait trouvé une théorie tout à fait unifiée d'absolument tout, en disant oui, mais ça paraît assez arbitraire, cette idée de cellules élémentaires dans le temps et d'instants élémentaires en taille dans le temps et de cellules élémentaires dans l'espace. Ce qu'il y a, c'est que involontairement, et il ne le dit pas comme ça, mais moi je vais le dire pour lui, involontairement, il nous donne une raison de réfuter cette objection. C'est la chose suivante. C'est qu'il nous explique bien que dans l'univers où existent des tas de dimensions, et lui, il imagine même que le nombre de dimensions soit en train de se reconstituer sur d'autres bases en permanente. Nous vivons dans un monde à 4 dimensions, comme vous le savez, 3 dans l'espace, le devant, l'arrière, la gauche et la droite, et le dessus et le dessous, et dans une seule dimension, une dimension supplémentaire qui est celle du temps qui se déroule. Alors chez Wolfram, et il insiste bien là-dessus, c'est pas 4 dimensions de même qualité. Celle du temps est quelque chose de tout à fait spécial par rapport aux autres. S'il y avait qu'une seule chose, je dirais, dans l'univers, c'est le temps. Ce qui n'est pas du tout compatible avec certaines autres représentations de la physique qui disent par exemple que le temps n'existe pas du tout et que, voilà, que le devenir dans lequel nous vivons, qui est notre vie, est une sorte d'illusion. C'est comme ça que nous sommes faits pour comprendre les choses comme ça. Alors, l'objection au caractère granulaire du temps et de l'espace, Wolfram en fait en donne la réfutation lui-même. Nous sommes conçus, nous, pour que je vais le formuler comme ça, lui ne le formule pas comme ça. Nous sommes conçus, nous, mammifères supérieurs, êtres humains, nous sommes conçus de telle manière que nous aurons le sentiment de tout comprendre le jour où on donnera une explication cohérente et complète du monde en termes de petits grains de temps et de petits grains d'espace. Lui, il dit c'est comme ça. Et là, c'est peut-être encore une faiblesse dans son système. La manière dont je le formule, moi, est satisfaisante. Nous ne pourrons jamais mieux comprendre que de la manière dont Wolfram a compris. Ça couvre effectivement tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là, je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose, mais qui est la même chose, c'est mon étonnement. C'est mon étonnement que, voilà, me donnant à l'âge de 6 ans ou 7 ans, pour but dans la vie de tout comprendre, c'est quand même assez extraordinaire que je puisse avoir le sentiment, avant d'être mort, encore que Wolfram imagine qu'il n'est pas tout à fait exclu que nous puissions encore faire des choses après que nous sommes morts, mais enfin ça c'est, j'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Pour moi, il est tout à fait remarquable que je puisse avoir ce sentiment qu'on a une explication globale qui couvre absolument tout. Ça n'entre pas tout à fait dans les détails, bien entendu. Il a fait un gros livre, mais c'est encore un livre de 600 pages. Il y a encore des choses à expliquer dans le détail, mais qu'il ait donné le cadre général pour tout comprendre. À ce propos-là, j'ai eu la tristesse hier de voir que M. Naftali Tishby, professeur
dans une université en Israël, un très grand physicien, spécialiste de l'optique, mais aussi, à mon avis, la personne qui a compris véritablement ce qui se passe dans un réseau neuronal artificiel, mais qui nous donne une bonne compréhension aussi, sans doute, de ce qui se passe dans un réseau neuronal naturel, comme celui qui me permet de vous faire une vidéo en ce moment. J'ai découvert qu'il est mort à l'âge de 68 ans. Je regardais, parce que je regarde, je sais pas, une fois tous les mois, à peu près, je regarde s'il n'y a pas une nouvelle vidéo de lui, et j'ai appris malheureusement sa mort. J'ai regardé alors sa notice Wikipédia, et il n'est absolument pas question du fait que, ni qu'il se soit intéressé au réseau neuronaux artificiel, ni surtout au fait qu'il ait, à mon sens, compris comment ça marche à l'intérieur. Et voilà, j'ai bien regardé depuis pas mal d'années, depuis l'époque où j'étais chercheur officiellement en intelligence artificielle, 87-90, et je n'avais pas trouvé d'explication comme la sienne. Voilà. Donc là aussi, là je vous l'avais dit au passage, que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très important qui avait été compris. Alors, j'arrive à l'âge de 75 ans, je me convainc dans la journée d'avant-hier et d'hier qu'on a la théorie qui nous permet de tout comprendre, du moins voilà, le cadre général. Par ailleurs, à 75 ans, j'étais pas trop loin quand même du moment où j'aurais pu mourir sans avoir ce sentiment d'avoir tout compris. Et en parallèle, et ça je m'en suis déjà étonné avec vous, avoir ce sentiment que peut-être que ma génération est la génération qui s'est rendu compte que pour notre espèce humaine, c'était terminé. Alors, il y a encore des gens de bonne volonté, j'en ai encore vu hier sur mon blog, qui disent oui, mais il y aura bien des poches, de toute manière d'humanité qui survivront ici ou là. J'en suis pas sûr du tout. Vous le savez, je suis convaincu, moi, que dans l'effondrement généralisé, les grands pouvoirs qui ont des armes nucléaires, thermonucléaires, en quantité considérable, ne pourront pas résister à la tentation de les utiliser. À partir d'un grand théorème que dès qu'un problème est un tout petit peu compliqué, dans l'histoire humaine, les êtres humains ont toujours résolu ça par la guerre, et nous avons la chance qu'on n'ait pas encore utilisé de manière massive. Oui, bien sûr, il y a Hiroshima et Nagasaki, mais on n'a pas encore utilisé de manière massive des armes nucléaires dans les guerres qui ont eu lieu depuis 1945. Mais je doute que ça n'ait pas lieu dans l'effondrement généralisé. Bon, alors c'est le paradoxe. Ce paradoxe, comment je vais caractériser ce paradoxe? Ce sentiment de savoir où je peux continuer à lire des choses qui m'expliquent tout, et que je peux continuer, moi, à réfléchir dans ce cadre-là, dont j'ai le sentiment que c'est un cadre qui explique tout, de ma fin prochaine, et de la fin prochaine peut-être de l'humanité. Et ça me renvoie un thème que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces 4 livres que je vous montre là? Voilà. Je vous montre 4 livres. Ce sont des livres des années 50, des années 60. Et voilà le dernier. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Vous le voyez peut-être. Il y a une nouvelle de Philippe Cadic. Pourquoi j'ai sorti ces bouquins? Parce que je cherchais hier si je n'avais pas le livre, le recueil de nouvelles dans lequel se trouve cette petite histoire de Philippe Cadic qui s'appelle We can remember it for you wholesale. Nous pouvons nous en souvenir pour vous à un prix de gros. Voilà. C'est beaucoup plus connu sous le nom des films qui ont été faits à partir de cette nouvelle qui s'appelle Total Recall. Et Total Recall, pourquoi est-ce que j'y ai pensé? J'y ai pensé hier avec ce sentiment Wolfram a compris ce qu'il fallait comprendre pour avoir une représentation tout à fait globale de ce que nous sommes à l'intérieur d'un univers qui est biologique, et qui est chimique au niveau inférieur, et qui est physique au niveau encore inférieur de ça, qu'il ait compris tout ça, ça m'a donné un sentiment de total recall, c'est-à-dire d'en avoir vraiment eu pour mon argent.
Si vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas lu la nouvelle, je vous rappelle ce que c'est. Il y a donc un personnage joué au cinéma dans la première version par Monsieur Schwarzenegger et je crois que c'est Colin Farrell dans la seconde version que je n'ai pas vue. Et voilà, il voit une annonce qui dit on peut vous donner des vacances de rêve sans que vous deviez bouger. On va vous faire simplement un implant de souvenir. Et il se laisse tenter, mais au moment où l'opération a lieu, il y a tout à coup un incident, il y a des bandits qui arrivent, etc. Il faut interrompre l'opération, et voilà. Et à partir de là, il lui arrive des aventures extraordinaires. Il va se retrouver à la tête d'une rébellion sur la planète Mars. Il va être la personne qui va déclencher la terraformation de la planète Mars en lui donnant une atmosphère. Et donc la question qui se pose tout le temps, et nos spectateurs bien entendu aussi, c'est ça l'astuce de Philippe Cadic, c'est est-ce que l'opération de transplantation de mémoire a réussi, que donc il rêve tout ça, c'est le truc qu'on lui a implanté, c'est-à-dire qu'il fait de lui un héros de la galaxie, ou bien bon, l'opération a véritablement échoué, et non, ce sont les choses qui lui arrivent. Euh, Pourquoi je mentionne ça? Parce que j'y crois pas. Bon, j'y crois pas. Je crois pas que je sois dans un truc implanté. Mais cela dit, des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect considèrent qu'ils sont à l'intérieur d'un jeu vidéo. Je pense à des gens comme Nick Bostrom, enfin bon, excellent philosophe, un certain monsieur Elon Musk à ma connaissance, monsieur Kurzweil, des gens qui jouent un rôle important dans le transhumanisme sont convaincus que nous sommes à l'intérieur d'un automate cellulaire, que nous sommes des héros d'un jeu vidéo. Je ne le crois pas personnellement, mais il y a quand même des faits. Cette rencontre avoir le sentiment que nous disposons des outils pour tout comprendre, que j'arrive en fin de vie et que malheureusement au même moment c'est mon espèce tout entière qui arrive en fin de vie. Tout ça me donne quand même un sentiment, comme disait Freud, d'inquiétante étrangeté. Voilà, l'ange du bizarre chez Edgar Poe. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. À bientôt.